Et on va ouvrir la dernière séquence, hein, qui est un peu l'atterrissage dans le territoire. Alors, on va à la fois partir à Marseille, et la technique nous veut du bien, hein, pour retrouver en visio Laetitia Berthier-Flandin. Si Hervé Lefebvre, que je n'ai pas vu, pouvait me rejoindre, il est là, c'est bon, me rejoindre sur la scène. Et je ne sais pas si le sénateur Blanc est arrivé. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous serez parti. Laetitia Berthier-Flandin, vous nous entendez? Oui, manifestement. Oui, moi je vous entends. Écoutez, ça marche, c'est miraculeux. On va donc en profiter tant que ça fonctionne. Vous êtes directrice de la stratégie et de la cohérence territoriale de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, en charge de l'élaboration du SCOT. Alors peut-être que vous pouvez nous expliquer, quand même rappeler un peu les spécificités de la métropole dans son organisation, comment s'articule le SCOT et les autres documents stratégiques sur la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. D'abord, je vous prie de m'excuser de ne pas être sur place auprès de vous. Il y a 2 collègues de l'équipe SCOT de la métropole Aix-Marseille-Provence qui sont présentes dans la salle. Alors, notre métropole, on a souvent tendance à dire que rien ne se passe comme ailleurs à Marseille. C'est pas complètement faux pour ce qui concerne l'organisation institutionnelle de notre métropole. D'abord, elle est immense, 3100 km², c'est 6 fois le Grand Lyon, 3 fois le Grand Paris. Vous le savez, elle est très peuplée, hein, plus d'1 800 000 habitants, 92 communes. Donc il y a vraiment une force, une ampleur du périmètre de cette métropole. Ensuite, c'est une métropole. Ça veut dire qu'elle recouvre un très grand nombre de compétences. Donc c'est elle qui exerce à la fois la compétence de planification et d'urbanisme, donc élaboration du SCOT, élaboration des PLU et des PLU intercommunaux et tous les documents, les autres documents d'urbanisme. C'est elle qui élabore aussi le plan de mobilité, le programme local de l'habitat sur l'ensemble de son périmètre et qui conduit toutes les grandes politiques publiques liées aux compétences d'une métropole. Ça, c'est une base très importante à comprendre. L'autre base importante à comprendre, c'est que néanmoins, l'exercice de la compétence urbaniste, je vais juste partager une carte en espérant que ça fonctionne pour que vous puissiez le voir. Alors, c'est bon. Est-ce qu'elle s'affiche? Voilà. Donc c'est cette force du périmètre, hein. La métropole représente les 2/3 du département des Bouches-du-Rhône, avec 2 communes hors Bouches-du-Rhône, hein, une dans le Vaucluse et une dans le Var. Et à l'intérieur, vous voyez des espaces avec des couleurs différentes. Ce sont les anciens EPCI qui ont été fusionnés pour créer cette métropole et qui ont jusqu'au 30 juin, puisqu'on a une réforme au 30 juin, ce qu'on appelle des territoires, qui ont à la fois une identité politique et qui ôtaient aussi les périmètres, tels que c'était écrit dans le Code de l'urbanisme, des PLU intercommunaux. Le Code de l'urbanisme est réformé par la loi 3DS et notre métropole est réformée par la loi 3DS. Ces territoires disparaissent. Donc le sujet pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces PLUI en cours d'élaboration. On va poursuivre les PLUI en cours sur les périmètres que vous voyez affichés. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plusieurs PLUI à l'intérieur de cette métropole. Donc c'est assez étonnant, un SCOT sur la métropole, à terme 6 PLU intercommunaux, mais c'est un élément important à avoir en tête dans le fonctionnement et l'articulation de nos démarches, de nos approches et notamment de la déclinaison de la loi climat. Voilà pour le panorama institutionnel. Alors, un SCOT, des PLUI et une loi, hein, climat résilience et l'atterrissage du ZAN, on en est là, hein, c'est le sujet de notre table ronde. On n'a pas promis les réponses à tout, mais en tout cas, vous êtes déjà dans des questions de fond. On est à une échelle, c'est une métropole, mais d'une échelle massive. Ça veut donc dire des projets aussi, un certain nombre de projets d'ampleur qui sont dans le territoire. Et évidemment,
dans un gâteau dont on enlève déjà la moitié, se pose la question de la place prise par ces grands projets. Vous avez quelques exemples peut-être sur le territoire de la nature de ces projets-là? Alors peut-être avant de venir là, je veux juste dire 2-3 petites choses sur la perception et l'appréhension de cette loi localement. C'est une loi complexe, hein, vous en avez sûrement beaucoup parlé. Pas tellement en fait. Ah ouais. D'accord, c'est une loi très complexe. Plus on la lit, plus on trouve des choses. Je ne vais pas rentrer sur les complexités méthodologiques, etc. liées aux ans, c'est pas très intéressant là tout de suite. La réduction de la consommation d'espace, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis la loi SRU et c'est répété par toutes les lois d'urbanisme suivantes. Ce qui est nouveau, c'est quand même 3 points. C'est d'abord un objectif chiffré imposé, donc la réduction de 50% sur la première période et viser le ZAN à 2050. Ce sont des dates pour les intégrer dans nos documents, hein, SRADET, SCOT, PLUI. 2024, 2026, 2027, avec des sanctions, ce qu'on peut appeler des sanctions associées, notamment le blocage des zones AU si cette loi n'était pas intégrée dans ces délais. Ça, c'est nouveau. Ces 3 points-là, ils sont nouveaux et créent une espèce de sidération auprès d'un certain nombre d'élus et de techniciens. Donc la première grosse étape qu'on a faite et qu'on est encore en train de faire, c'est de la pédagogie. Énormément de pédagogie. Comprendre la loi, la faire comprendre et partager sa compréhension en interne de cette métropole, élus et techniciens, mais aussi avec nos partenaires et les services de l'État pour qu'il n'y ait pas chacun sa loi climat. La deuxième grande démarche qu'on a conduite, c'est chacun regarder ses calendriers d'élaboration. Alors le SRADET, il n'a pas beaucoup le choix, il faut qu'il aille vite, hein, même si la loi 3DS lui a donné un tout petit peu plus de temps. Chacun regarde ses calendriers, SCOT, PLUI, hein, au sein des équipes métropolitaines, et avec les élus pour se dire qu'est-ce que je peux intégrer quand. Pour le SCOT métropolitain en cours d'élaboration, le choix a été fait d'intégrer tout de suite cette dimension de réduction de la consommation d'espace et d'usant dans un SCOT qui sera approuvé fin 2024. Les calendriers des PLU en cours d'élaboration sont en train d'être examinés pour voir qu'est-ce qui est intégrable de suite et qu'est-ce qui ne pourra l'être qu'à l'horizon 2027. La deuxième grande approche qu'on a eue, c'est la réinterrogation de nos grandes politiques publiques pour voir si ces objectifs-là, en lien avec le SCOT et globalement avec ces démarches d'urbanisme, est-ce qu'on est amené à reprioriser? Et forcément, on va être amené à reprioriser. Donc ce travail, il est en cours. Et puis le dernier point sur lequel on travaille un peu d'arrache-pied ces derniers mois, c'est cette notion de projet d'envergure nationale et régionale, ou régionale, que vous venez d'évoquer, que le décret sorti il y a 1 mois et demi reprécise par d'intérêt général majeur. Bon, ça aide un petit peu, mais pas tant que ça à comprendre ce que ça recouvre. Et chacun fait sa liste, évidemment, hein, de projets d'envergure. Donc nous, on fait la nôtre, on est en train d'y travailler. Ce qui nous interroge beaucoup, c'est qu'à la fois, cette notion de projet d'envergure, elle permet de contrebalancer l'effet un peu injuste d'un chiffre unique, 50% de réduction appliquée à tout le territoire national, puisque les situations sont différentes. Hein, est-ce que c'était de l'équité ou de l'égalité qu'il fallait appliquer? Les 50%, c'est de l'égalité. Les projets d'envergure ramènent de l'équité, c'est-à-dire de la prise en compte d'une situation locale. Des exemples de projets d'envergure nationale, voire plus, c'est le Grand Port Maritime de Marseille, qui, vous le savez, est situé sur 2 sites, un site à Marseille, mais aussi un site majeur à Fos, Port-Saint-Louis-du-Rhône, donc sur le territoire de la métropole, premier port de France, 5e port européen. Il y a des projets majeurs sur ce port qui vont consommer de l'espace. Pour nous, ça fait partie de ces fameux projets d'envergure dont on va militer pour qu'ils puissent être intégrés dans le SRADET. Deuxième exemple, ITER, donc un site national et international de recherche sur de nouvelles technologies liées à l'énergie nucléaire. C'est sur le territoire de la métropole, potentiellement des développements et des consommations d'espace importantes. On a aussi 2 bases aériennes liées au ministère des Armées, là aussi des espaces non négligeables. C'est ce type de projet-là dont
dont on travaille avec les différents partenaires, régions et via la conférence des SCOT pour l'intégrer dans cette fameuse liste, parce que ça appelle à la solidarité régionale, puisque ces projets vont donc, vous parlez de gâteau, nous des fois on parle de camembert, pourtant on n'est pas normand. Pourtant, oui. C'est ça. Bien sûr, nos projets vont entamer le gâteau régional, c'est certain, mais c'est toute la question de la place et du rôle de cette métropole à l'échelle de la région et au-delà, hein, comme locomotive économique, comme locomotive économique et sociale pour l'ensemble de la région et au-delà. Là où ça interroge encore plus, c'est que pourquoi la région PACA devrait-elle porter seule ces projets qui sont d'envergure nationale? Bon, la loi est faite comme ça, on ne va pas la réinterroger, elle est déjà suffisamment complexe pour ne pas avoir à fantasmer sur une évolution, même si ce n'est pas exclu qu'elle n'arrive pas. Voilà le type de questionnement sur lesquels on est, nous, et dans nos rapports à nos collègues des SCOT voisins et de la région. Je rajouterai juste 2 points. Ce qui nous semble très important, c'est de ne pas opposer à travers ces réflexions ville et campagne, métropole et espaces plus ruraux. Il n'y a pas les gentils et les méchants. Il n'y a pas des difficultés que chez les uns ou que chez les autres. Il n'y a pas que les métropoles qui tirent la croissance et ceux qui suivent. C'est très important d'arriver, mais c'est quand même difficile, d'arriver à trouver des consensus communs. Là où c'est difficile, c'est que de donner le défi à une conférence régionale des SCOT d'aboutir en 6 mois, allez, on a pris 3 mois de plus, en 9 mois, pour des acteurs qui souvent n'ont jamais dialogué en 20 ans, c'est quand même compliqué. Voilà, hein. Donc on va essayer d'y arriver, on fait tout pour, mais le défi, c'est un des autres défis de cette loi et sur lequel on s'investit fortement pour le faire aboutir. Alors, on m'a dit que vous pouvez lâcher votre micro. Hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le tenir. Cette question de la solidarité régionale, hein, de ce dialogue nouveau entre les SCOT, en tout cas dans la région, et donc de la difficulté à aboutir à des telles questions, notamment quand on commence par le quantitatif, hein, on l'a suffisamment dit pendant ces 2 jours, la difficulté de ressortir par le haut et par la qualité des projets. Haut niveau de solidarité à l'intérieur du SCOT, hein, où se reposent les mêmes questions, enfin, avec d'autres échelles de projets, etc., mais pas plus simple pour autant. Hein. On l'a vu, un SCOT, mais des dynamiques de PLUI qui sont marquées par ces EPCI qui ont disparu finalement il y a peu de temps. Oui, bon, on le savait déjà, mais néanmoins la loi est faite comme ça. Le quantitatif rend idiot, hein, dans la perception des projets, mais bon, on essaye tous de ne pas l'être trop. Oui, cette question de la solidarité, elle se pose à l'intérieur de l'espace métropolitain, avec la particularité que je vous ai indiquée tout à l'heure, qui est que ce sont les mêmes élus qui font le SCOT et les différents PLUI. Donc il y a un vrai sujet d'articulation à la fois de projets techniques et politiques des différents documents, avec des PLU intercommunaux qui, pour certains d'entre eux, il y en a déjà un approuvé, mais ça c'est le fait de l'histoire, issu de la communauté urbaine, et il y en a plusieurs, 3 en cours d'élaboration, qui se donnent déjà eux-mêmes la perspective d'intégrer la loi climat et de l'intégrer avec l'objectif de réduction de 50%, alors que le SCOT pourrait leur fixer un autre objectif. Donc c'est toute la discussion qu'on a en ce moment à cette échelle-là, et c'est exactement la même que celle de la région pour l'élaboration de son SRADET. Alors on plaint un peu la région d'avoir à arriver à trouver la bonne maille de territorialisation de son objectif et le bon niveau de consensus à inscrire dans son SRADET, mais on se plaint nous-mêmes de devoir le faire sur notre propre périmètre. Donc c'est ce qu'on essaye, les discussions et les échanges sont en cours, hein, et donc ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la réinterrogation d'un certain nombre de politiques publiques, la repriorisation des projets. Ça c'est un travail très important sur lequel on est complètement engagé. Je ne peux pas dire là comment on aboutira. C'est pas exclu qu'on aboutisse à un SCOT qui amènera finalement quand même à entraîner des révisions de nos propres PLUI. C'est plutôt pas l'objectif qu'on se donne, mais c'est peut-être néanmoins la situation à laquelle on arrivera. On essaye de l'éviter, mais
mais c'est possible que ça soit quelque chose qui arrive. Et c'est ce qui se passe quand on est un syndicat porteur de SCOT et qu'on dialogue avec des EPCI, mais qui ne sont pas notre propre composante immédiate. Alors on le voit, hein, complexité institutionnelle, des enjeux extrêmement forts, massifs et plusieurs échelles de dialogue, fondées essentiellement sur Excel dans un premier temps, avec une vraie difficulté à passer par la qualité. Alors c'est exactement le même sujet dans un territoire qui n'est pas du tout exactement le même. Hervé Lefebvre, vous allez nous raconter ça sur ce même aspect, c'est-à-dire comment est-ce qu'on atterrit sur le territoire, c'est branché, normalement ça marche. Vous êtes président donc du SCOT de Gascogne, maire de Samatan, si je n'ai pas fait d'erreur, et président de la communauté de communes de Save. Parlez-nous de cette géographie, où est-ce qu'on est? Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc on est dans le Gers, alors le bonheur est dans le Gers, on croit dans notre territoire, donc territoire essentiellement rural. Notre SCOT alors, a la particularité d'être le plus grand en France, 5600 km² en termes de superficie, de regrouper 397 communes et 13 EPCI, donc c'est presque la totalité du département du Gers, à l'exception de 2 EPCI. 170 000 habitants, donc territoire éminemment rural avec une densité à peu près de 23 habitants au kilomètre carré. Et on met à peu près 2 heures en voiture pour le traverser en diagonale. Voilà. Je vous ai situé le contexte. On est à 40 minutes pour la partie limitrophe de la Haute-Garonne de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Et on a autour de nous des forces centrifuges, des villes importantes, Montauban, Agen, Tarbes, Mont-de-Marsan. Et donc on a fait un SCOT très solidaire avec des valeurs communes, notamment autour de la ruralité qui incarne tous nos territoires. Donc des enjeux de développement territorial, des enjeux de cohérence territoriale pour le coup, importants d'une nature très différente. Hein. Vous n'avez pas de projet de grand port maritime, pas d'ITER, etc. etc. Et pour autant des vrais enjeux. Dans le cadre de l'élaboration du SCOT, vous vous êtes fixé très tôt en fait des objectifs en termes de limitation de l'artificialisation des sols. Est-ce que vous pouvez nous raconter, au-delà des chiffres, parce qu'on a dit que c'est pas comme ça qu'on était intelligent, le processus qui vous a amené à définir ces chiffres? Alors, notre SCOT a été arrêté, donc là il va rentrer en enquête publique, il était arrêté au mois d'avril. Et on avait commencé la démarche donc en 2017, on a eu une pause quasiment d'1 an et demi, alors pause pour les élus, pas pause pour les techniciens. On a eu une pause quasiment d'1 an et demi, donc vous voyez que ça a été une cinétique quand même assez soutenue. Et lorsqu'on avait débattu de notre PADD en 2019, on s'était fixé un objectif, on va dire, de moins 20% de consommation foncière. C'était en décembre 2019. Là-dessus, effectivement, il y a de ça, disons en février 2021, on découvre le projet de texte de la loi climat et résilience, où on nous annonce moins 50% à l'horizon donc 2030. Et là se pose le débat, que fait-on ? Est-ce qu'on attend la promulgation de la loi et on continue sur notre chemin, on était sur le DO, ou est-ce qu'on anticipe? Et donc au sein de notre bureau, 397 communes, 27 élus dans le comité syndical, hein, qui représente quelques milliers d'élus gersois, on décide non, on va directement sur cet objectif, donc moins 50%. Donc on est parti au contact de tous les territoires. Pour donner un ordre d'idée, 2021, pour ma part, j'ai fait 90 réunions en tant que président de SCOT, c'est pas en tant que maire ou en tant que président de communauté de communes, 90 réunions sur le terrain dédiées au SCOT, autour du SCOT, au contact des territoires et avec effectivement un aspect sociologique un peu particulier, puisque tout à l'heure j'entendais l'intervenante précédente parler de sidération. Nous on était avant la loi, on commençait à annoncer la couleur, moins 50%, donc là effectivement il y avait une grosse sidération. Et dans un contexte rural où paradoxalement les gens, cette notion d'artificialisation, tout est vert hein, dans le Gers. Vous arrivez, pour donner un ordre d'idée, sur ma communauté de communes, c'est plus de 90% des espaces qui sont naturels et agricoles. Donc lorsque vous expliquez que par rapport à votre potentiel de foncier, on va vous réduire, il y avait une sensation un peu d'injustice et de, comment dire, de vol un petit peu. Hein. Les gens disaient, mais nous, notre développement, que va-t-il devenir ? Donc on a fait à nouveau de la pédagogie, on a expliqué également à nos élus
que le foncier, et sur la table ronde précédente, ça a été dit par un autre élu, que le foncier, effectivement, il fallait et qu'il serve à quelque chose. Donc dans le Gers, on avait des territoires très contrastés, avec des territoires qui étaient à plus 3,5% de croissance démographique, d'autres qui étaient à moins 2% de perte de démographie. Et on avait des territoires qui perdaient de l'emploi, qui perdaient de la population, et qui étaient des territoires qui artificialisaient beaucoup par rapport justement à cet accueil d'emploi et de population, qui était complètement déficitaire. Donc là-dessus, il y a eu tout un travail pédagogique, il y a eu des rencontres avec les élus. Alors, je ne vous cache pas que, et là je le dis, il y a des présidents de Scott dans la salle, il faut aller au contact. Alors ça peut être parfois désagréable, mais en n'allant pas au contact, je pense qu'on perd beaucoup dans le dialogue avec les territoires. Et il y a une seule méthode, c'est d'aller au contact des territoires, je le dis. Et lorsqu'on a rencontré ces élus, il y a des territoires, des communautés de communes, je suis allé 4 fois, et à chaque fois, j'ai noté une progression de l'acceptabilité par les élus. Et j'ai même un territoire où ils sont devant le SCOT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont plus vite que nous en termes de projets. On n'est plus du tout sur la même perception qu'ils pouvaient avoir au départ. Donc en quelques mois, les élus, et j'étais un peu surpris hier d'entendre un certain nombre d'intervenants dire les élus ils comprennent pas, les élus il faudrait qu'ils s'y mettent. Non, les élus ils comprennent, il faut prendre le temps de leur expliquer, ils ont beaucoup de choses à gérer. Et nous, l'essentiel de nos communes, c'est les communes entre 150 et 200 habitants qui ont une demi-journée, une journée de secrétariat par semaine, et c'est le maire et son conseil municipal qui fait tout. Et l'hypothèse de travail, pour nous, c'était que le maire, il est sincère, il est honnête, et il veut du développement pour son territoire. Et ça, c'est l'hypothèse de travail. Si on inverse l'hypothèse, on fait une erreur. C'est-à-dire si on considère que le maire, il n'est pas compétent, il ne va pas y arriver, etc. Le projet, vous pouvez faire tous vos projets, s'il n'y a pas d'adhésion des territoires, ça ne marchera pas. C'est bien les élus locaux qui sont à la manœuvre à l'arrivée. Et si on n'obtient pas l'adhésion des territoires, ça ne peut pas marcher. Donc on peut faire des documents, on peut s'enfermer dans les tours d'ivoire, on peut avoir des gens qui réfléchissent à tout un tas d'idées, mais si derrière les territoires ne suivent pas, on aura quand même un échec collectif. Donc ce travail, on l'a fait, ça nous a pris beaucoup de temps, je remercie l'équipe. Alors notre SCOT, c'est 4 techniciens, et je remercie notre équipe parce que les élus sont mobilisés, les vice-présidents, et on a fait beaucoup de travail de communication, d'interface et d'échange avec les élus locaux. Avec un document qui se pose la question aussi de comment s'assurer de l'atterrissage opérationnel, la transcription dans les documents d'urbanisme, quelque part, comment est-ce que les élus prennent le relais de ce cap fixé, ce qui rejoint un petit peu nos questions de solidarité territoriale à l'échelle de la métropole Aix-Marseille. Comment vous avez traité ce sujet-là dans un contexte qui n'a rien à voir ? Alors, nous, déjà, on avait un territoire qui est très contrasté. On a des territoires qui sont essentiellement ruraux, mais des territoires qui sont vraiment immédiatement limitrophes de la métropole toulousaine, donc une pression extrêmement forte démographique et foncière, et des territoires de l'autre côté, en Armagnac notamment, où là il y a des territoires. Voilà. Donc déjà, là, on parle de schémas de cohérence territoriale, mais c'est également des schémas de cohésion territoriale. Donc nous, on s'est organisé entre nous, et aujourd'hui, au niveau des régions, c'est ce qu'on demande de faire, c'est-à-dire comment vous organisez. Et honnêtement, les territoires se sont organisés et ont acté le droit au développement de chaque partie de leur territoire. Bon, hier, j'étais un peu interpellé aussi par une intervention où on disait quelqu'un qui a une commune forestière, globalement, il va servir de réserve, de capital carbone pour la métropole qui est à côté. C'est pas comme ça qu'on peut traiter le dossier. Les communes ont droit au développement. Et donc, moi, j'ai été agréablement surpris parce que des communes qui étaient en surdéveloppement, elles avaient besoin de réduire leur développement. Il ne faut pas croire qu'une commune qui a une croissance démographique à plus 3,5%, ou c'est le cas sur l'est de notre territoire, où on ne sait plus où on met des algécos pour accueillir les enfants dans les écoles, on a des problèmes de circulation, c'est-à-dire que la commune a une croissance trop rapide. Le bien accueillir est aussi important que le beaucoup accueillir. Donc du coup, ces territoires-là, on dit, nous, on est prêts à vraiment lâcher du lest. Et de l'autre côté, on a travaillé effectivement avec les autres territoires pour augmenter l'attractivité de ces territoires, avec un pacte politique fort pour dire, écoutez, on va vous donner les objectifs. Par contre, il faut que vous soyez au rendez-vous, parce que notre croissance globale est avec une ville-centre, en l'occurrence Auch, qui n'a que 22 000 habitants. La plus petite commune en a 46, la plus grosse 22 000.
Et on a dit, on se répartit cette enveloppe-là, et après on a demandé aux EPCI de travailler sur la répartition interne à travers une armature territoriale qui était en 5 niveaux, en sachant que Auch était de niveau 1, et après vous aviez les villes bourg-centre, on va dire, qui étaient de niveau 2 ou niveau 3, et puis ça descendait avec jusqu'au niveau 5, qui était le village, avec peu de services. Et là-dessus, à l'intérieur de chaque EPCI, il y a eu vraiment ce travail qui a été fait pour se dire comment on se répartit ces enveloppes de population, d'emploi et de foncier à l'horizon 2030 et 2040 pour tout simplement atteindre nos objectifs. Comment on s'organise? Et vous nous les expliquiez aussi, dans un territoire rural, ça veut dire qu'en termes d'armature, en termes de documents d'urbanisme, on a beaucoup de communes qui sont au RNU, qui sont en carte communale, et finalement, ces formes de débat sur la responsabilité locale d'assumer sa part de développement mènent finalement à des réflexions sur le développement d'une dynamique de PLUI. Oui, alors, nous on a 70% communes RNU, carte communale, et 50-50 dans ce bloc-là, entre RNU et carte communale. Après, lorsqu'on va au contact des élus dans un village, il faut bien se rendre compte que sur des conseils municipaux de petite taille, c'est pas simple pour un maire d'un village de 150 ou 200 habitants de lancer un PLU et d'aborder la problématique du foncier, parce que généralement son conseil municipal représente les 2 tiers des familles du village. Donc il y a un point de blocage sociologique qu'il faut bien analyser. Et moi j'ai été agréablement surpris de voir ces maires qui disaient mais moi j'ose pas parce que il y a du conflit d'intérêts partout au sein de mon conseil municipal, je vais me brouiller avec des conseils municipaux, etc. De voir qu'au contraire, à travers la démarche de PLUI, ils avaient quelque chose qui était intéressant et sur lequel ils étaient prêts à adhérer. Et actuellement, il n'y a pas un seul de nos EPCI qui pourtant a eu sa minorité de blocage pour l'essentiel. On avait au démarrage de notre SCOT, il n'y avait aucun EPCI qui avait un PLUI. Là, on en a eu un d'approuvé, un qui est en cours. Et là, il y a déjà 3 ou 4 territoires qui ont délibéré pour aller, ou qui sont en train de délibérer pour aller vers une démarche de PLUI. Donc, les élus ont bien compris qu'il fallait qu'ils s'organisent. Et l'exercice qu'on leur a demandé de faire sur cette répartition les a forcés à discuter. Et à tout simplement, au sein de leur périmètre, de dire mais comment on s'organise? On retrouve, en rebond à ce qu'on voyait à Marseille aussi, c'est par la discussion, par l'organisation interne, ensuite, on peut trouver l'opportunité de développer des programmes des projets plus détaillés, notamment au travers du PLUI. Moi, j'entends aussi ce propos-là, qui est de dire que le PLUI permet une forme de mise à distance dans des petites communes qui est aussi positive et qui permet d'avancer sur les choses. On va revenir évidemment sur ces questions d'atterrissage. Sénateur Jean-Baptiste Blanc, vous avez vécu de l'intérieur l'élaboration de la loi climat résilience, notamment sur ces chapitres-là, qui nous concernent directement sur l'artificialisation des sols. Vous avez vécu aussi l'après, par un contact terrain. Vous avez été au contact de cette sidération, en tout cas dans certains territoires. Mais très tôt, dès le début, vous avez considéré que ce n'était pas fini, et qu'il manquait un bout, et ce bout-là, on en a parlé. On en a parlé hier, on en a parlé ce matin, c'est-à-dire l'alignement à la fois des modes de financement, de la question de la fiscalité française, globale, locale, nationale, avec les enjeux de la réduction de l'artificialisation. Est-ce que je peux vous demander où vous en êtes de cette réflexion-là, puisqu'elle est assez poussée? Peut-être prendre le gris, là. Bien sûr, et auparavant, vous me permettrez de remercier le président Henrich et Stella Gass pour cette invitation. La deuxième, en ce qui me concerne, j'étais à Saint-Malo juste après le vote de la loi. Pour commencer à l'évoquer, Madame Vargon était là par une vidéo, c'est ça, Stella? Voilà, et 1 an après, effectivement, le sujet est très loin d'être fini. Quelqu'un a dit tout à l'heure que c'était une révolution dans nos territoires. Moi, je pense que c'est la plus importante depuis les lois de décentralisation, effectivement. Voilà. Mais je voulais aussi vous remercier, Sylvain, parce que vous, je ne sais pas si la salle le sait, mais c'est vous, l'urbaniste dont on parle. L'urbanisme qui a théorisé l'urbanisme circulaire et qui a beaucoup porté ce sujet. C'est pas pour vous renvoyer la patate chaude, mais c'est un peu ce monsieur qui fait qu'on est là. Voilà. Alors, l'actualité, quelle est-elle? Effectivement, je m'en trouve dans un rôle assez paradoxal, parce que je ne suis pas dans la majorité présidentielle.
à expliquer cette loi. Ce que la majorité présidentielle ne fait pas vraiment depuis son vote. En tout cas, visiblement, il y a un besoin d'explication. Hein. Voilà. J'en suis à 20-25 départements pour en parler. Encore tout à l'heure dans le Bas-Rhin, je file pour en parler aux élus. Donc c'est incroyable ce besoin de pédagogie. Et en même temps, pour s'inscrire dans les propos de notre directrice Scott de la métropole de Marseille, oui, la pédagogie, mais oui aussi à l'urgence. Hein, c'est-à-dire qu'il y a bel et bien une proposition, des propositions qu'il faut faire avant le mois d'octobre, enfin vers la fin octobre. Hein. Sachant que le Sénat a obtenu un délai supplémentaire de 6 mois à travers la loi 4D ou 3DS, mais octobre c'est là. Donc il y a un devoir de vacances urgent qui est celui de faire des propositions, parce que vous savez qu'au Sénat, c'est ça qu'on a obtenu, la territorialisation de l'objectif, entre autres, le droit au développement rural, on n'en parlera jamais assez. Donc voilà, donc pédagogie pour rappeler qu'on a obtenu ce droit de proposition de l'urgence, parce que cette proposition, il faut la faire valoir avant le mois d'octobre, parce que sinon, l'État et les régions qui sont en coproduction vont reprendre la main, vont reprendre la plume, ils ne vont pas s'embarrasser avec nos demandes de diversification, de territorialisation, de différenciation, de sortie d'enveloppe, de ceci et de cela. Ils ne vont pas s'embarrasser. La ministre m'a dit à plusieurs reprises que c'est sympathique ma demande de territorialisation, de faire confiance dans les élus pour faire remonter, d'avoir une logique ascendante donc, et non pas descendante, mais qu'elle et ils, en général dans cette technostructure, n'y croyaient pas trop. Alors, parce qu'il y a urgence, d'une part, et parce que les élus locaux, on a encore du mal à leur faire confiance dans ce pays. C'était l'appel de la fédération hier, hein, voilà. Choisir pour ne pas subir. Voilà, il y a juste l'été, quoi. Donc ce congrès est très très important, encore plus aujourd'hui, pour le rappeler, qu'il faut faire vivre cette territorialisation. Et surtout, que ça c'est un des enseignements de mon Tour de France, il y a je veux dire avec mon exagération du Sud, mais il y a eu un abandon de l'État sur le sujet. Il y a des circulaires du Premier ministre de l'époque qui demandent à l'État d'accompagner les élus sur l'ingénierie notamment et sur la pédagogie en créant des espaces de dialogue, en travaillant à partir des intercos, des CRTE, puis les SCOT évidemment, il y a toute une feuille de route et que l'État ne respecte pas. Alors pas parce qu'il ne le souhaite pas parfois, et ensuite il n'en a pas les moyens lui-même, parce que les outils ne sont pas prêts, on a parlé du CEREMA notamment, mais pas que, pour plein de raisons, et puis peut-être parce que culturellement, l'État qui réinvente son centralisme de manière régionale souhaite reprendre la main dès le mois d'octobre, dès l'automne, par soif de centralisme, et parce qu'il est plus confortable de surveiller une dizaine de thermomètres régionaux que 600 et quelques thermomètres de Scott, qui vont en plus demander de différencier. Voilà. Alors, moi j'ai envie de profiter de ce micro ce matin pour vous le rappeler, faites des propositions à vos régions, entamez ce dialogue-là avec vos régions si ce n'est déjà fait, il y a des endroits où ça a quand même lieu, et parce qu'il faut défendre cette différenciation, parce que sans ça, ils vont reprendre alors le il un peu complotiste, mais ils vont reprendre la main et la plume sur le sujet. Excel reprendra la main sur le projet. Voilà. Exactement. Voilà. Alors moi, c'est ça qui me frappe. La deuxième chose qui frappe, et ça, alors, entre-temps, autre point d'actualité avant de venir sur la vraie actualité, celle des finances et de la fiscalité, c'est les fameux décrets. Hein. Vous les avez tous évoqués, ils ont mis du temps à venir, ils ont changé de rédaction après concertation, et puis au final, chacun en pensera ce qu'il veut, mais ils ne respectent peut-être pas la loi. C'est-à-dire qu'ils retranchent à la loi. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait 4, 5, 6, 7, 8 années de droit pour savoir qu'un décret ne peut pas retrancher à la loi, bien entendu. Alors retrancherait en quoi ? Notamment sur l'effort de sobriété foncière déjà accompli depuis 10 ans. C'est le Sénat d'ailleurs qui avait fait passer cette mesure. Sur le caractère contraignant des SRADET, parce que nous voulions, nous, des SRADET les plus souples possibles qui restent dans l'ordre des orientations et qu'ils oublient un peu d'être réglementaires. Voilà. Mais là, visiblement, on revient un peu là-dessus. Sur les projets d'intérêt national et régional, on vient d'en parler aussi, sur les critères de pondération, sur la nomenclature, sur plein de sujets, les décrets. On peut se poser la question, peuvent revenir sur la loi, ce qui n'est pas possible. Ce qui fait que, pour la première fois de l'histoire du Sénat,
on voulait exercer notre droit au recours. Parenthèse, il y a encore du boulot dans ce pays en matière d'état de droit, puisque des sénateurs ne peuvent pas attaquer des décrets, et que donc peut-être des fédérations d'élus, l'AMF au hasard, vont peut-être précisément faire valoir ce droit au recours, donc attaquer les décrets, en clair. Donc on a un contentieux sur les décrets à venir, voilà. Il y a des propositions de loi aussi au Sénat qui sont encore sur la table en ce qui concerne la ruralité, mais pas seulement, qui vont être discutées dès la reprise des travaux, et la reprise est imminente. Et puis... Avec une consultation en cours, ça a été rappelé ce matin en début du Sénat. À laquelle on peut inviter chacun d'entre nous à participer, parce que ça nous aide vraiment quand on a vos remontées. Et puis, entre-temps, alors au-delà de ma modeste personne, j'ai glissé à la commission des finances, mais je n'ai pas lâché le ZAN, qui me colle à la peau, pour en étudier cette fois le volet financier et fiscal. Donc, il y a un rapport qui va être rendu... Dites-nous. Le 28 juin, donc je peux vous en faire part des grandes lignes, à une seule condition, c'est que vous ne le répétiez pas. On est entre nous. On est entre nous, bon, voilà. Ok. Alors, 4 à 5 mois d'audition là aussi, parce que on l'a tous dit, vous l'avez tous dit brillamment, le foncier rare, de plus en plus cher, les élus locaux, comment est-ce qu'ils doivent affronter, relever ces défis, mais les élus locaux, mais les opérateurs, bien sûr, enfin tout le monde, les territoires, voilà. Et première chose qui me frappe aussi dans ces auditions, c'est que l'État dans son ensemble, l'État profond, n'a pas envisagé cette hypothèse. Il y a évidemment un fonds friche qui existe, dont on attend la saison 3, mais bon, ça prouve que ça fonctionne, mais ça n'est pas suffisant. Mais il n'y a pas eu de réflexion préalable sur le volet financier et fiscal pour accompagner, inciter, parfois sanctionner des comportements. Tout ça reste à inventer. Donc quand j'interroge les ministères au fil de l'eau, comme ça, ils disent oui, vous avez raison, il faut désormais passer à ça, mais ils n'ont pas préparé l'étape suivante. Bon, plutôt inquiétant comme réponse, d'où le fait que ce rapport-là va proposer de mettre déjà le sujet sur la table. Et alors non seulement ce rapport-là va être mis sur la table, mais on va proposer un colloque au Sénat en septembre avec la Fondafip, notamment c'est la Fondation des finances publiques, parce que c'est peut-être le moment où en France, la fiscalité locale, la fiscalité de l'urbanisme, la fiscalité de l'aménagement, la fiscalité de l'environnement se croisent vraiment. Et qu'il est grand temps de tout repenser, de tout repenser. En ce sens que nous avons une fiscalité... D'abord, je pense que nous n'avons plus de fiscalité locale, ça c'est à titre personnel, parce que qu'est-ce qu'une fiscalité locale? C'est avoir des ressources propres de manière prépondérante, et nous n'avons plus d'impôts propres prépondérants. Nous n'avons pas d'autonomie financière dans ce pays. Ça n'intéresse plus personne, bien entendu, mais si je ne peux pas le dire ce matin sur cette scène, je ne sais pas où je peux le dire, il n'y a pas d'autonomie financière. Donc c'est d'autant plus une raison de remettre ça sur la table. On a des partages d'impôts nationaux, des transferts d'impôts nationaux, mais ce n'est pas la même logique, ce n'est pas la même autonomie, ce n'est pas la même liberté pour les territoires. Bref, on a une fiscalité locale, pour revenir à notre sujet, qui est artificialisante, tout simplement. Oui, ça c'est le deuxième effet, c'est à la fois, il y a cette attente de la fiscalité locale dont on parle depuis... de plus en plus depuis une bonne décennie. Hein. Hier, on a renoncé, à titre d'information, on a renoncé à la grande réforme territoriale. Mais peut-être qu'on peut avoir la réforme fiscale de la fiscalité locale quand même, et à cette occasion-là, l'aligner par rapport aux enjeux d'artificialisation. Exactement, parce que le plus je construis, plus j'ai des recettes fiscales, c'est fini. Il faut tout repenser. Et en même temps, les élus locaux, d'où mon appel à l'autonomie financière, ont besoin de recettes fiscales. Donc comment récompenser les élus locaux vertueux, parce qu'ils sont souvent vertueux, vous l'avez dit. Ils ont intégré l'effort de sobriété foncière, Madame l'a rappelé aussi depuis fort longtemps. Donc comment leur offrir un rendement fiscal sans que ce soit un obstacle pour les opérateurs? Voilà, c'est un peu la question. Donc morale de l'histoire, on n'a pas d'ingénierie et il faut en offrir une. Il faut repenser l'accompagnement fiscal, financier pour les élus et puis sur le volet foncier aussi, via les EPF et via les foncières. Voilà. Donc ce rapport proposera, c'est ça que vous n'allez pas répéter notamment, d'avoir un interlocuteur unique sur le ZAN, parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser,
finalement, du point de vue politique et administratif. Donc, je proposerai de créer une agence ZAN qui s'appellera autrement. Alors, j'entends de là la critique qui consiste à dire la énième agence, la énième structure, encore des dépenses, peut-être, mais là, ça me paraît particulièrement indispensable. Il y a peut-être d'autres agences qu'on peut fermer qui ne servent plus à grand-chose. Voilà, en tout cas, un interlocuteur unique avec comme mission de centraliser le sujet, de centraliser la gestion du fonds friche qu'il faudra élargir, parce qu'il n'y a pas que des friches industrielles qu'il faut envisager. Et il y a des services publics hospitaliers à restructurer en milieu rural, parfois dans les zones naturelles. Il y a des villages de vacances fantômes. Au gré de mon tour de France, j'ai vu plein de sujets de centres commerciaux, plein de sujets à reconvertir et de la renaturation qu'on peut envisager. Mais il faut un accompagnement financier. Donc il faut élargir le périmètre du fonds friche, le donner à une agence pour avoir un seul interlocuteur. Et cette agence, il faut évidemment flécher des crédits budgétaires et fiscaux pour qu'elle puisse vivre. Alors après, alors quels impôts? On a, je crois, assez d'impôts dans ce pays, donc on ne peut peut-être pas en créer un. L'hypothèse a été émise. Il faut peut-être faire évoluer des impôts existants. Pour la deuxième fois de la Commission des finances dans l'histoire de cette commission, on va saisir la Cour des comptes par son Conseil des prélèvements obligatoires, donc le CPO, pour faire simuler toute une série d'hypothèses fiscales pour savoir quelles recettes trouver pour faire vivre cette agence, pour qu'elle puisse après appréhender cette nouvelle politique publique, et puis pour que par ailleurs les élus locaux aient une recette en face de leur nouvelle politique publique qui serait vertueuse. Alors les impôts, nous les connaissons. C'est la taxe d'aménagement qui pourrait servir de base de travail. Ça pourrait être aussi les droits de mutation à titre, les DMTO en fait, à titre obligatoire. Ça pourrait être pourquoi pas aussi une réflexion sur les plus-values immobilières. Il peut y avoir aussi sur la table le sujet des recettes liées au carbone qui pourraient être fléchées sur le sujet du ZAN. Voilà, entre autres pistes. Mais maintenant, il faut bel et bien passer à cette étape-là, qui est celui du financement du ZAN. Parce que, outre cette inquiétude de parvenir à l'objectif, il n'y a aucun moyen financier attaché à ça. Donc c'est ce que je détaillerai le 28 juin. Donc le 28 juin, la sortie du rapport, et on le comprend, la loi n'est pas le début, n'est pas la fin du processus, au contraire, c'est peut-être le début d'un processus dont on l'a suffisamment dit hier. L'enjeu n'est pas en soi la lutte contre l'artificialisation, mais la lutte contre l'artificialisation est un moyen plus global d'affirmer des transitions sur nos territoires. Je ne doute pas qu'on ait quelques questions, remarques par rapport à l'ensemble de nos enjeux, à la fois de territorialisation et de fiscalité, cet atterrissage sur le réel. On a eu beaucoup de questions fiscales hier, là il n'y en a plus. Et de financement d'ailleurs. Je rebranche, on a perdu Marseille en fait. Allez-y, on a une question ici. Voilà, on vous a retrouvé. C'est pas une question, c'est juste une observation. N'oubliez pas, dans les attributions du futur fonds friche, également la question du traitement des friches urbaines. Donc également, il y a un grand nombre de logements vacants qui sont de véritables friches. Il n'y a pas que il y a aussi ce réservoir de logements à requalifier. Et s'il n'y a pas l'intervention du fonds friche, on ne pourra pas les requalifier. Je crois que c'est 3 millions de logements en France qui sont vacants. À mon avis, sur les 3 millions, il y en a bien 2 qui sont de véritables friches. Alors oui, bien entendu et bien noté. Je réponds du coup, Sylvain. Bien entendu, bien noté. J'en profite pour rappeler, n'hésitez pas à me faire remonter toutes vos idées avant le 28 sur le sujet. Voilà. J'en profite pour vous dire aussi que je vais probablement proposer, mais ça date d'il y a quelques jours, donc c'est vraiment, on réfléchit en direct et ensemble, réfléchir à une possibilité de proposer un contrat avec les élus. Alors, à voir si c'est via les SCOT, si c'est via les intercos ou les CRTE, il faut trouver le bon véhicule, parce que chaque situation est particulière et qu'on saurait sanctionner les élus uniformément dans ce pays. Donc passer un contrat avec les élus
pour une démarche ZAN, en fait, qui permettrait après de mobiliser les outils financiers et fiscaux. Voilà. Donc un pendant quelque part au tableur Excel avec des hectares, avoir aussi en face des moyens permettant de pousser les alternatives à l'étalement. Absolument. D'autres questions, d'autres remarques tout au fond de la salle? N'hésitez pas à vous présenter. Bonjour, je suis descendu du balcon parce qu'il n'y avait pas de micro en haut. Jérôme Grange, directeur de l'agence d'urbanisme du Grand Amiénois. Je voulais d'abord 2 remerciements. Un premier à la Fédération des Scots, qui est un des seuls lieux où on sait trouver l'articulation entre planification et culture de l'aménagement. Et c'est vraiment extrêmement appréciable d'avoir des échanges comme ceux d'aujourd'hui, parce que très souvent, la logique du fonctionnement en silo de nos collectivités fait qu'il y a le silo de la planif, le silo de l'aménagement, et que le croisement des cultures est extrêmement peu fréquent. Et puis un grand remerciement au sénateur Blanc d'avoir pris à bras-le-corps cette question, car on en avait parlé à Saint-Malo l'année dernière. Si on se limite à la planification, la réussite de la ZAN est absolument impossible. Donc c'était simplement pour dire que a été évoquée effectivement la question de l'autonomie financière à l'instant, qui est un vrai problème, cette perte d'autonomie s'est construite depuis une vingtaine d'années et c'est un vrai souci, mais il y a aussi la question de la cohérence de la fiscalité. Ça a été évoqué dans la table ronde précédente, où la fiscalité sur les plus-values ou surtout sur le fait de conserver longtemps un bien, la question aussi de la cohérence par exemple du plan comptable. Je le dis souvent, mais est-il logique que le foncier soit le seul bien qui ne s'amortisse pas? Ça favorise l'effet cliquet qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a aussi la défiscalisation immobilière qui est en aval de l'aménagement. Donc ça, c'est, sans refonte en profondeur de ces questions, la chose est impossible. Les logiques sont trop fortes et le trend est trop important. Et puis juste une autre remarque, c'est que par rapport à la prise de parole de notre collègue de Marseille et de la quête des projets qu'il faudrait mettre dans un fonds qui serait régional, on aimerait qu'il soit national, on en a un très important dans les Hauts-de-France qui s'appelle un canal Seine-Nord-Europe et qui risque de bloquer complètement le fonctionnement de la conférence régionale des Scots s'il n'y a pas d'intelligence. Mais ça pose pour ces grands projets l'évolution de la culture qui était celle de la rentabilité socio-économique de ces projets. Et est-ce qu'on ne doit pas se demander si maintenant il ne faudrait pas avoir une approche en rentabilité socio-foncière parce que dès l'instant où le foncier est un bien rare, 2200 hectares d'excellentes terres arables, on peut peut-être se poser la question de se dire est-ce que c'est dans un canal qui met en relation les ports de la Randstad avec la première région d'Europe, ou est-ce que ces 2200 hectares ne seraient pas plus utiles pour d'autres natures de projets? Je vous laisse réagir ou répondre si vous le souhaitez. Est-ce qu'on avait... Président, oui. Oui, merci. Je crois que c'est une très bonne question. Dans toutes les interventions que je fais, partout, dans les ministères et ailleurs, puisqu'on en est sur quand on évoque le sujet de la territorialisation, je crois que sur la territorialisation, il y a vraiment une bonne compréhension, une volonté d'aller jusqu'au bout, mais on n'a pas arbitré pour le moment les grands projets nationaux. Et le canal, il ne m'écoute pas, donc je suis en train de lui répondre, mais il est distrait par une charmante personne à ses côtés. Voilà, c'est à vous que je m'adresse. Alors, et en même temps à toute la salle. Vous évoquez le canal Seine-Nord, je crois que c'est la bonne question. Moi, c'est le sujet, l'exemple que je donne en permanence. Et quand on évoque la territorialisation, il y aura bien sûr une territorialisation qui devra être évoquée au niveau national. Il n'est pas imaginable, à mon avis, que la consommation foncière liée au canal Seine-Nord soit imputée exclusivement à la région Hauts-de-France.
C'est pas parce que des exemples comme vous, on en aura d'autres. Certes, on construira peut-être moins de LGV, mais quand même, on aura toujours de la consommation pour des enjeux qui sont nationaux. Et dans ce cas-là, je crois qu'il serait assez logique que cette consommation, elle soit répartie à l'échelle nationale et pas imputée uniquement à la région où dans laquelle le projet existe ou sera créé notamment. Puis on a un autre sujet, j'en profite sur la territorialisation, où il faudrait être très vigilant, c'est tous les coûts partis. Hein. Tous les coûts en partie qui vont nous être imputés. Merci. Il y avait une autre question ou remarque ici? Oui, Franck Sadger, Scott ABC, président. Alors, en fait, la question de à qui on impute les grands projets nationaux se pose également pour les grands projets plutôt de rayonnement régional, voire des grands projets de rayonnement départemental. C'est sûr que pour une commune, ce qui est obligé, entre guillemets, d'accueillir un gros pôle logistique, et je prends juste cet exemple-là, c'est pas pour sa commune qu'il la prend. Il la prend pour au moins le département, sinon la région, voire les régions d'à côté. Donc on a bien ce problème de ces équipements qu'il faut bien placer quelque part et à qui on les impute. Pour ce qui est des projets régionaux, ça paraît assez logique, c'est au niveau régional. Par contre, durant l'élaboration de la loi, la FEDESCOT, nous sommes intervenus à plusieurs reprises pour dire que rien n'était prévu, par exemple, au niveau des départements. Aujourd'hui, vous construisez un collège, à qui on l'impute? Certainement pas à la commune. Voilà. Sinon, plus personne ne voudra de collège, ou presque, j'exagère un peu. Mais c'est un vrai sujet. Donc ça, je pense qu'il faut faire confiance. On aura des échanges avec les différents ministères et on saura s'adapter. Mais c'est un problème qui n'est pas du tout tranché dans la loi. Et c'est dommage qu'on n'ait pas... On a évoqué les projets régionaux, on évoque les projets nationaux, mais on n'évoque pas du tout les projets départementaux. Et les projets départementaux, peut y en avoir de très importants, qu'on ne pourra pas imputer à la commune, évidemment. Sortir du quantitatif avec intelligence, sénateur, oui. Ouais, Sylvain, une courte intervention. En fait, dans le prolongement de notre président, à l'Assemblée nationale, ils ont privilégié une approche dérogatoire. C'est-à-dire, sortent de l'enveloppe un certain nombre de projets, tout comme sortent de l'enveloppe les ZRR, les zones de revitalisation rurale. Voilà. Quand c'est arrivé au Sénat, la ministre m'a dit tout de suite, c'est pas la peine de demander plus de dérogations, sinon il n'y a plus d'intérêt. On vide de sens la loi. Donc on a proposé autre chose qui est la territorialisation. Mais le fait est que cette liste de dérogations qui existe, qui est égale, est parfaitement incomplète et inopérante. C'est-à-dire que, comme vient de le résumer le président, un village qui a un projet de construction d'un collège, évidemment porté par le département, ben ce projet-là ne sort pas de l'enveloppe a priori. Peut-être qu'avec l'évolution et au gré du lobbying au sens noble, on va pouvoir arriver à faire sortir ce type de projet, parce que c'est parfaitement injuste. Je voulais aussi dire autre chose sur la logistique. Vous avez prononcé le mot qui tue. Ça, c'est une de nos grandes frustrations dans cette loi climat et résilience. C'est-à-dire qu'on s'était attaqué, la loi a proposé de franchir un pas en ce qui concerne les entrepôts d'e-commerce et de logistique, et c'était très bien. On avait proposé d'aller plus loin en demandant, donc l'avancée, concrètement, c'est le TAC qui devient un TACL. Voilà, c'est bien, on planifie désormais la logistique, mais on proposait, nous, de soumettre à autorisation administrative ces sujets-là, d'e-commerce. Ça a sauté au stade de la commission mixte paritaire. Quand on voit en ce moment, moi j'ai lu beaucoup de trucs là-dessus, Sylvain, c'est-à-dire le fait que ces sujets-là de logistique sont particulièrement consommateurs, enfin artificialisants et polluants, en tout cas problématiques au regard du climat. Je crois que vraiment, on ne doit pas lâcher ce combat-là, ce qui est un des prochains combats, précisément à gagner. Le combat de la logistique et de l'e-commerce. Et sans compter évidemment les considérations économiques et sociales qu'il ne faut pas oublier. Avec sans doute des dynamiques qui vont plus vite que la loi. Là-dessus, je sais. Alors, on a une proposition avant le 28 juin. Le droit d'avoir un logement ne doit-il pas passer avant celui d'en avoir deux? Et donc, peut-on envisager de taxer sérieusement les résidences secondaires?
en particulier en secteur tendu, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Le sujet est sur la table. Il est récurrent depuis la Convention citoyenne sur le climat. Les conventionnels l'ont fait remonter et ça revient. Et honnêtement, il faudra être pragmatique sur le sujet. On a tous des histoires différentes, des sensibilités différentes, voilà. Mais effectivement, les logements vacants parce que des résidences secondaires et qui sont artificialisants et sur la table, il faut peut-être, là aussi, du point de vue financier et fiscal, se poser des questions. Je suis bien d'accord. Mais donc, s'il y a des propositions concrètes, si on pouvait faire de ce forum un forum participatif, financier et fiscal, je suis preneur. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'au-delà d'un rapport fin juin, c'est plutôt un processus de réflexion plus global. Je réitère. Fin juin, c'est les orientations, dont je vous ai fait le résumé vraiment très bref. Mais fin juin, je demande aussi la saisine de la Cour des comptes par le Conseil des prélèvements obligatoires en demandant des simulations financières et fiscales. Voilà. Mais il faut qu'on définisse le cadre. Donc si vous avez des idées, c'est là précisément qui se rajouterait à celles que je vous ai exposées. Il y a un oubli dans ce que je vous ai exposé, c'est la taxe foncière, dont on pourrait moduler les effets et dont on pourrait peut-être demander des exonérations en ce qui concerne certains comportements fonciers. Voilà. Mais je suis preneur d'autres pistes s'il y en a. Nous sommes le pays de l'imagination fiscale, donc il n'y a pas de raison. On n'aura pas de sobriété administrative, mais peut-être de la créativité fiscale. Il y a une question là. Oui, Laureline Erard, directrice du SCOT du PETR du Pays Barrois, donc SCOT rural dans la Meuse. On a aussi des comportements vertueux qui en fait sont mal payés, notamment dans les dotations. Vous avez parlé du fait qu'il n'y avait pas d'autonomie financière, donc il y a des dotations aux collectivités qui reposent sur un modèle de l'habitant. Et donc effectivement, les comportements vertueux qui ne sont pas récompensés dans ces modèles-là. Et donc il y a peut-être aussi des questions à poser par rapport à la DGF des collectivités. Oui, on posait hier le fait que le terme même de développement était lui-même en transition. Ça fait partie aussi en effet des regards. C'est le fait qu'on attend des financements, pour le coup de l'État, qui sont plus fiscaux, par un afflux de population, par un apport de population. Ça aussi, ça fait partie des sujets sur lesquels vous avez travaillé? Oui, les critères qui fondent les dotations de l'État sont complètement à revoir. On va proposer de le faire, effectivement. Donc la DGF, si vous en avez une, parce qu'il y a plein de territoires qui n'en ont même plus. D'accord, peut-être, je ne sais pas si à Marseille, pour clore cette table ronde, à Marseille, vous avez des remarques par rapport, ou des réactions par rapport aux différents échanges, y compris peut-être fiscaux. Et puis pour revenir aussi vers vous sur ces questions d'atterrissage des projets sur les territoires. Je vois deux points en réaction à ce qui a été échangé là tout de suite. Sur la partie projet d'envergure nationale ou régionale, si j'ai bien compris la loi, il y a un système de compte et décompte de ces projets. C'est-à-dire que certes, leur consommation foncière future est décomptée dans les SCOT, mais elle entame le gâteau régional. Donc ça permet d'auto-équilibrer la liste, puisque plus on met de projets, plus le gâteau régional est entamé. Alors certes, ça permet de redescendre un décompte dans chacun des SCOT concernés, mais c'est quand même une difficulté qu'on fait peser sur la perspective régionale globale de faire remonter une liste trop importante. Et puis sur la question des projets locaux, d'intérêt local, d'intérêt départemental, après on peut les décliner de différentes manières, il y a un vrai sujet du système de décompte et en fait ça revient à la question de à quelle maille territoriale la loi s'applique. Et tout à l'heure, le président du SCOT de Gascogne a évoqué son panorama institutionnel où, je ne sais plus, 70% des communes sont soit au RNU, soit en carte communale. Comment s'applique le système de décompte quand on est dans ce dispositif-là, effectivement? Et donc, si les choses ne sont pas un peu clarifiées sur quel type de document et comment, qui doit décompter quoi, on peut arriver à des blocages et des refus de projets un peu structurants sur un territoire communal, parce que ça pourrait en bloquer d'autres. Ce serait dommage d'arriver
à des oppositions ou à des concurrences de projets qui iraient à l'encontre de projets d'intérêt public, quelle que soit leur envergure et leur portée. Ça, c'est peut-être une difficulté ou quelque chose qu'il faudrait pouvoir clarifier, soit parce qu'on a mal compris la loi, soit parce qu'il y a des choses à compléter. Voilà. J'ai une dernière petite remarque. Je sais que ce n'est pas forcément le sujet de la table ronde, mais dans l'articulation loi-décret qu'a évoqué le sénateur, il y a un sujet sur lequel nous, on est en très grand questionnement, c'est celui sur le recul du trait de côte. Monsieur le sénateur, vous avez évoqué le fait que le décret ne peut pas être en décalage avec la loi. Le décret qui est sorti sur le recul du trait de côte est en décalage majeur avec la loi. Or, il déclenche des délais d'intégration. Là, c'est une affaire de PLU ou de PLUI. C'est une grande difficulté. On attendrait un autre décret. Je ne sais pas si on a des éléments là-dessus. Et la question d'attaquer les décrets, ce décret-là en particulier, se pose aussi. Voilà, donc je sors un peu du sujet, mais je profite de la présence du sénateur s'il a des éléments sur ce point-là qui concernent. Alors, je vous propose qu'on n'ouvre pas maintenant, passé midi, la question du recul du trait de côte. Bien sûr, je l'évoque juste là, et ça ne concerne que les territoires littoraux, mais voilà. Peut-être brièvement. Oui, assez brièvement. D'ailleurs, ça a été longuement évoqué hier. Je rappellerai que le ZAN est effectivement un moyen, ce n'est pas une politique en soi. La lutte contre le réchauffement climatique est au cœur des préoccupations. Il y a tout un panel de mesures qui ont été présentées hier. Il y a une question qui est très claire pour les territoires ruraux, c'est comment on finance. Il ne faut pas croire que c'est des mesures simples. Je vais donner un exemple, les mobilités, par exemple, en milieu rural. Et hier, j'en ai discuté avec l'intervenant de l'ADEME. Je disais dire 50% de mobilité en vélo en territoire rural. Une piste cyclable en territoire rural, 350 000 € du kilomètre. Quel village est capable de construire une piste cyclable avec de l'artificialisation en plus. Donc, comment on fait quelles mesures d'accompagnement? Parce que la charge à côté reste la même. Là, on travaille sur les ponts, par exemple. Nous, on a 42 ponts à réviser pour des mesures de sécurité. Donc, il ne faut pas croire que ces mesures-là viennent se dédouaner d'autres mesures qui concernent nos territoires. Elles se rajoutent. Donc, la question du financement et de l'accompagnement des territoires, de l'ingénierie, à la fois projet et également financière, est fondamentale. Monsieur le sénateur, peut-être un dernier mot? Le président vient de résumer la situation. C'est ça qui nous attend concrètement. Le littoral s'est pris en compte dans le recours. Je profite pour répondre aussi. Et l'affaire du décompte et les sorties d'enveloppe ne fait que commencer aussi. Voilà. En synthèse, le combat continue. C'est-à-dire que voilà, il faut faire valoir ses droits de proposition. Il faut défendre pied à pied ça. Moi, je recommande un dialogue interscot aussi pour qu'il y ait une proposition départementale. C'est qu'une position qui m'est personnelle, mais je pense qu'on est plus fort s'il y a une proposition départementale, voilà, qu'après on peut défendre pied à pied avec l'État et avec la région, et dès maintenant. Alors il y a des régions proactives, d'autres qui le sont moins, donc évidemment il faut aussi appréhender ça, voilà. Mais il est impératif, voilà, de montrer que les territoires savent faire des propositions, et il faut faire vivre cette différenciation. Et la question du financement et de la fiscalité, moi je pense, va être au cœur de ce quinquennat. Et il n'y a aucune raison que le gouvernement ne nous suive pas. Voilà. Donc c'est vraiment la révolution. Écoutez, c'est la révolution, on l'a vécue, on l'a voulu hier heureuse, cette révolution-là. Je pense qu'on a en effet clarifié quelques questions. On n'a pas eu beaucoup de réponses, mais on ne s'était pas menti au début. En tout cas, on a bien identifié dans ces 2 jours qu'au-delà d'enjeux de tableaux croisés dynamiques sous Excel, il y avait des questions de dialogue, de socle culturel à bâtir, à partager entre élus, mais aussi avec les citoyens. Et puis fondamentalement, une place au SCOT là-dessus pour articuler un projet de territoire qui doit prendre en compte des choses aujourd'hui d'un autre ordre, qui ne sont pas que des applications d'un changement réglementaire, d'un changement législatif, mais bien une appréhension d'enjeux beaucoup plus globaux, zéro artificialisation nette, zéro carbone, mais aussi tout le reste. Et puis un appel à l'action que vous relayez, et puis un appel de la fédération à ne pas subir. Je pense qu'en tout cas, moi j'étais assez passionné par les différents échanges que j'ai eu l'occasion d'avoir grâce à cette animation. Donc merci à tous pour tout ça, et puis on va avoir un dernier mot de conclusion.